Lorsque je pense à la France, je pense à mon prof de culture G qui nous disait toujours: la France, c'est comme le village d'Astérix. Tout le monde pense que c'est un tueur à l'intérieur, mais personne ne va voir ce qui se passe derrière les remparts. J'ai l'impression que pour les commerciaux, c'est pareil. Je vois de plus en plus de commerciaux dire que ce sont des experts dans leur domaine, mais les chiffres ne suivent pas. Du coup, je me demande si le niveau global des commerciaux en France est bas ou s'ils ont tous fait mythologie au bac. Pour répondre à cette question, j'ai invité une personne qui accueille dans son podcast les meilleurs commerciaux de France et qui a ouvert plusieurs fois des pays internationaux. Je vous présente Laetitia Faure. Hello, Ça va Laetitia? ça va et toi? La pêche? Très 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 bien. Alors ça fait quoi d'être sur le ring? Bah écoute, c'est cool. J'ai un peu peur, je suis un peu, Ouais, un peu d'appréhension, mais c'est cool, je suis très contente d'être là. c'est mon sourire qui Je te... sais pas, je te connais, t'es un peu malin. Moi? Non mais en vrai que de la bienveillance. En plus Trop j'adore ce bien. mot. J'ai toujours pas compris ce que ça veut dire mais j'adore ce mot. En 1 minute, tu nous fais un petit élévateur pitch de qui tu es, ton parcours, ce que tu fais. T'es passé de CEO, de co-founder, Co-founder. co-founder, my Yes. bad, à Indep, mais je te laisse te Ok. présenter, vas-y. Bah ok, bah très bien. Bah, moi je suis Laetitia Fall, je suis entrepreneur. Effectivement, j'ai cofondé une boîte qui s'appelait C-Cube, qui faisait des forums virtuels de recrutement. Du coup, j'ai été head of sales de la première sales à monter 2 équipes sales, jusqu'à la revente de la boîte au groupe Hello Work. Après ça, épuisée, je pars un petit peu de temps, je voyage beaucoup, notamment aux États-Unis. Je reviens ici et je lance un podcast en fait sur la vente, notamment parce que je trouvais qu'il y avait peu de contenu spécialisé pour la France. Le contenu US, j'en concevais beaucoup, mais parfois il peut être un peu décalé par rapport à nos problématiques. Donc je lance le podcast Vendu, ensuite une newsletter, et donc je décide de me lancer dans l'aventure de la création de contenu. Ça m'emmène des clients qui me disent bah écoute Laetitia, tu fais quoi en ce moment? Bon bah rien. Du coup, je commence à me lancer dans une aventure indep. Et comme j'avais besoin un peu de faire des choses solo, très très contente. Donc là, aujourd'hui, je suis, on va dire, ce nouveau terme à la mode, solopreneur, où du coup, je bosse pour accompagner des boîtes sur leur développement commercial, coacher des sales et aussi également monter prochainement un SaaS. Ok, on n'en parle pas? Non, pas encore. Ok, trop cool. Donc grosse expérience à l'international? Ouais, en tout cas, dernièrement, sur la partie Indep, c'était pas le cas quand j'avais ma boîte C-Cube, on était vraiment en France. Et après la revente de ma boîte, j'avais envie d'aller voir ailleurs. J'ai la chance de parler italien, de parler anglais. Donc, j'ai fait quelques missions en Italie, des missions aussi également internationales, Canada, US. Ok, Voilà. tu kiffes mon sourire? Ouais. Parfait. Je vais te donner les règles pour le ring. Il y a un cadre, c'est très important de le respecter. Il y a 5 rounds de 5 minutes. Chaque round a son propre sujet. D'accord? Lorsqu'on entendra, c'est qu'il reste 10 secondes et qu'on doit finir en fait de répondre à la question. Il n'y en aura pas d'autres. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de langue de bois ici. Ok. C'est que des sujets Ça m'étonne justement pas. que je viens de préparer et que je viens de t'exposer à l'instant. Donc tu n'as pas eu le temps de les préparer pour que justement on puisse être le plus brut possible et dire vraiment ce qu'on pense. En même temps, je sais très bien comment t'es. T'es pas le genre de personne à avoir sa langue dans sa poche. La troisième règle, c'est qu'il n'y a pas de compte sous la ceinture. On parle que business. On reste dans un autre univers, celui qu'on maîtrise, et on dit exactement ce qu'on pense. Voilà. Pas d'attaque personnelle, ça n'a aucun intérêt. Et ça mène nulle part surtout. La dernière règle, ce qu'on appelle la question du chaos, c'est toi qui la poses du coup, et donc du coup, tu auras tout le temps du podcast pour y réfléchir et me la poser à la fin. Ça te va? Ça marche. Bon, trop cool. On commence par le premier round. Yes. Le niveau des commerciaux en France. J'aimerais bien avoir ton avis Yes. sur cette question justement. C'est quoi selon toi le niveau des commerciaux en France? En fait, alors, tu vois, je vais donner une réponse. Je sais pas si. En fait, j'écoute énormément de calls de sales. Et je dirais qu'en fait, il est pas bon, mais il est pas bon parce que les sales sont pas bons. Je dirais qu'il est pas bon parce que en fait, on a eu en fait un âge d'or où c'était hyper simple de faire du business en France, où il y avait notamment dans les domaines qu'on connaît bien, qui est le SaaS,
B2B. Et du coup, on avait une expansion de possibilités de faire de l'outreach automatisé, où du coup, les sales avaient des rendez-vous à gogo, des nouvelles techniques marketing qui pouvaient, growth, qui pouvaient ramener pas mal de leads, etc. Et donc, du coup, on a eu un peu des commerciaux un peu bourgeois qui avaient du coup plein d'opportunités. Et donc, au fur et à mesure, des techniques sur lesquelles peut-être nous, les anciens, les vieux, je dirais les boomers, nos anciens managers nous martelaient de faire attention parce que un lead, c'était précieux parce qu'il fallait le prendre en call avec des sessions d'heures pas possibles, imaginables. Donc, tu avais un lead, il fallait que tu le transformes. Et ben, du coup, en fait, on a été beaucoup moins, je dirais, chouchoutés. Et donc, on faisait beaucoup plus attention à être plus rigoureux, en tout cas, dans nos process de vente. Donc, c'est ça un peu perdu. Donc là, on se retrouve avec une génération de commerciales qui a été un peu... de commerciaux qui ont été un peu... du coup, biberonnés. Et aujourd'hui, se retrouvent en fait à être moins bons au niveau des résultats parce que... les choses s'inversent, il y a moins de rendez-vous. Les prospects, en plus, c'est dit, il n'y a pas forcément beaucoup de stats en France, mais les prospects, en fait, aujourd'hui, trouvent que c'est pas super intéressant de parler avec des sales parce que la posture n'est pas assez haute, donc ils apprennent pas assez suffisamment. Donc voilà, je te dirais, en fait, le niveau, il est bas parce que tout simplement, on avait un contexte qui était favorable à faire que de la démo, à être présentateur plutôt que vendeur. Et aujourd'hui, il faut être un sales, quoi. Donc voilà. J'aime beaucoup cette approche que tu dis justement de présentateur versus vendeur. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui va manquer justement les principaux outils ou les principales briques qui va manquer dans la formation d'un commercial pour que justement ça devienne un vendeur? Et il y a aussi une autre question qui vient juste après, c'est pourquoi l'image du vendeur est si négative aujourd'hui en France? Parce que je pense que ça a un impact Ouais. également sur aujourd'hui les commerciaux qui s'inventent des nouveaux noms. Donc ça devient des experts, tu vois. Je vois beaucoup de j'accompagne, je transforme, je vous aide à. Et en soi, en réalité, déjà, ils parlent de leur tech, généralement. Mais est-ce que vraiment ils ont cette expertise-là ou c'est juste en fait du blabla? En fait, pour moi, les deux questions vont ensemble. C'est-à-dire que pour moi, ce qui leur manque au sales, c'est de savoir vendre. Et donc, ça veut dire d'assumer en fait que tu vends et justement, comme je te disais, tu présentes pas. Ce qui leur manque, pour moi, il y a trois choses. La première chose, c'est de la posture. Tu vois, et ça, nous, on l'avait pas mal grâce à l'exemple de nos managers, en fait, où on les suivait énormément en rendez-vous. Malheureusement, tu vois, genre les choses ont changé. Heureusement ou malheureusement, ça dépend. Mais aujourd'hui, on va beaucoup moins en rendez-vous physique. Et donc, cet effort de posture que tu vas bosser, tu vois, de savoir te tenir, tu vois, face à un décideur, pas être en mode avachi, savoir, tu vois, envoyer de l'impact, tu vois, directement sur comment enfin, le non-verbal, tu vois. Ça, nous, on l'a pu le développer parce qu'on était obligé. Enfin, parfois, t'avais 25 ans, t'étais face à un mec qui avait 50 piges, qui te regardait déjà mal. Donc, en fait, il fallait que voilà, tu travailles un peu ça, que tu travailles tout la forme, le côté vestimentaire, comment tu te positionnes, etc. Et ça, il leur manque grave ça. Cette préparation aussi, hein. C'est Moi, j'ai clairement l'impression qu'il n'y a pas de préparation. Tu sais, tu avais des préparations avant le hardcore. rendez-vous. Limite, parfois, tu avais même tu vois, du shadowing Ou ton tu vois, manager qui te disait, c'est toi qui vas. exactement. Ouais, Tu vois, tu savais pour- pas à quoi t'attendre et tu étais tout le temps dans le qui-vive. Mais tu avais aussi cette grinta. Tu vois, moi, je ouais, me rappelle de cette grinta en mode un pour moi, deux pour mon manager et trois pour l'équipe. c'est Tu ça. vois, genre, ok, je vais vous montrer que j'ai closé les amis, il n'y a pas de problème. Tu vois, donc tu prépares en amont, tu arrives en rendez-vous, tu as toujours, tu vois, cette énergie, ce Ouais, stress, cette peur, mais tu sais que tu maîtrises. Tu exactement. vois, et après, tu fais cette débrief. Et aussi les bonnes pratiques que je vois plus. Tu vois, mettre un ordre du jour, envoyer une bonne invitation, suivre cet ordre du jour, avoir des bonnes questions pour la disco, et ensuite, justement, avoir préparé en amont cette disco parce que tu sais exactement ce qui Ouais. va se dire. Donc, tu as déjà prévu les différents rebonds, faire un report, avoir un call to action. Aujourd'hui, j'ai l'impression, et je te Toutes ces rejoins vraiment étapes, ouais, t'as bon. là-dessus, Ouais. c'est qu'il y a un mec du market et potentiellement un bon BDR ou un bon SDR qui a fait bien son taf, qui a donné assez d'informations pour que justement tu puisses préparer ton rendez-vous correctement. Mais toi, tu arrives derrière ton écran et tu balances ton pitch. Ça marche, ça marche pas. Bon, bah, Tant pis, ouais. c'est pas de ma faute. C'est de la faute du client. C'est de la faute du marché. C'est de la faute du produit parfois. Souvent la faute du produit. Mais en fait, ouais, tu as raison sur cette partie préparation et le fait que tout cet extra mile, il n'est pas fait. Tu as un deuxième truc aussi, tu l'as dit un peu en substance, c'est la découverte. En fait, les gens savent plus en fait, vraiment avoir des conversations. Voilà, ils savent plus avoir des conversations, ils savent plus poser de questions, etc. Et puis ensuite, tu as un dernier élément qui, pour moi, c'est ils n'ont pas suffisamment d'outils.
Genre le marketing, ok, c'est cool de faire du contenu, mais il y a aussi comment tu outilles tes sales avec des use cases clients, comment tu fais le point avec les CSM pour pouvoir donner du contenu, pour qu'ils puissent muscler en fait l'illustration de leur pitch. Pour moi, c'est une des manières, tu vois, de personnaliser ton pitch et pas être en mode genre pilote automatique. Et donc ça, il leur manque. Tu vois, parfois des sales qui se disent, bah, je sais pas ce qui s'est passé avec mon client que j'ai signé il y a 2 semaines. Enfin, tu vois, genre, c'est pas normal, tu vois. Donc ça, en fait, tu vois, ça, c'est d'autres équipes qui doivent leur apporter en fait sur un plateau en disant, bah, tu sais, ce client, ça se passe super bien, ils ont super résultats, et voilà, quoi. Ok, thanks. Ah, c'est drôle, j'avais plein de questions derrière. Mais ok, cool. Merci beaucoup pour ce premier round. Easy. Trop Franchement, cool. ça va. Ouais, franchement, ça va. Franchement, ça Mais va. par contre, j'ai eu la pression avec le Ouais, tac, ouais, tac, t'as vu, tac. Genre, en fait, j'accélère. mais bien sûr, c'est Clémence qui met la pression ici, c'est pas moi. Moi, je suis le gentil dans l'histoire. C'est toi, Clémence, là, qui met la pression. On va enchaîner sur le deuxième round. On a parlé du coup du niveau des sales. Ma vision à moi, c'est que je pense pas que ce soit les seuls responsables. Ouais, Ok. clairement. Je pense que la responsabilité, elle vient du management. Mhm. Donc du coup, deuxième round et la responsabilité, deuxième round et la responsabilité du management dans tout ça. Du coup, on va commencer par cette question. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du niveau du management en France versus ce que tu as pu voir dans d'autres pays européens ou aux États-Unis? Alors, je dirais que franchement, tu vois, sur ça, il n'y a pas vraiment de différence en substance. C'est qu'en fait, il y a un truc classique qui est aujourd'hui, on a du mal à trouver un moyen de faire level up les sales. Quand ils sont très bons, on leur dit, tu vas devenir manager. Sauf que le problème, c'est qu'un bon sales peut être un très bon sales, mais pas forcément un bon manager. Et vice-versa, tu peux avoir des super managers sales. J'en ai eu un, par exemple, dans mon équipe qui s'occupait de toute la partie client, account management. Il était excellent en manager. D'ailleurs, il est country manager de Payplug aujourd'hui, tu vois. Mais par contre, en sales, il était moyen, tu vois. Il était pas mauvais, mais il était moyen. Donc, tu vois, déjà, il y a ce truc-là qui fait que bah, je pense qu'on fait monter pas mal de sales qui sont bons. Donc, du coup, on déséquilibre en plus les modèles économiques. Et en plus de ça, bah, du coup, ils sont pas forcément formés. Parce qu'on va vite, parce qu'on cherche la croissance rapidement. Ça change aujourd'hui, hein, mais voilà. Du coup, on ne met pas forcément les onboarding nécessaires sur 6 mois, ou on leur donne un truc sur 2 mois, mais ce n'est pas suffisant pour être manager. J'en sais quelque chose. Tu vois, il m'a fallu au moins un an et demi pour tu vois, savoir bien manager des équipes sales, tu vois. Genre, j'en ai fait des dégâts, tu vois, c'est normal. Au départ, tu sais pas trop quoi faire, tu veux qu'il y ait des gens qui Je te soient pareils. jetterai pas la pierre, hein. Je Ouais, mais suis tu un veux qu'il y ait des gens piètre qui soient comme toi, tu manager. vois. Genre, toutes mes équipes le diront. Je déteste manager. Je me considère plus comme un leader que comme un manager. Et je comprends toujours pas c'est quoi le rôle d'un manager commercial. Pour moi, c'est gérer une crèche. Mais Je sais voilà. pas. Ça, je pense que c'est pas vraiment tout à fait ça. Mais en tout cas, moi, ça m'a mis du temps, tu vois, à capter des trucs. Donc, pour moi, c'est vraiment. Et ça, pour le coup, tu vois, c'est valable en France et c'est valable ailleurs. C'est justement, en fait, comment on arrive à détecter les managers. Justement, comment on sait c'est quoi un manager, c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire. Et du coup, comment on le forme. En fait, il y a peu de budget qui est mis sur la formation des gens, sur le management. On considère, voilà, tu fais des one-to-one. Les one-to-one sont catastrophiques. Moi, quand je passe dans les boîtes, je regarde. Je me dis, bah, en fait, soit ça ressemble à une thérapie, soit ça ressemble à un coup de pression, et donc le sales, il revient le lundi, démotivé, enfin, tu vois, genre, voilà. Ou bien on fait la liste des comptes, combien de calls tu as fait un peu à l'ancienne, ça, on sait très bien que ça marche pas. Donc voilà, donc en fait, déjà, en fait, comment on leur donne en fait, des ressources, on leur dit c'est quoi leur rôle, on leur donne la possibilité de se tromper, tu vois, parce que moi j'avais de la chance, j'étais head of sales, c'était aussi ma boîte, donc on était des jeunes managers, mais on a pu se tromper. Donc j'ai eu des sales qui aujourd'hui sont managers, tu vois, et avec qui, tu vois, j'ai pu faire des erreurs. Parce que j'ai eu cette latitude. Quand tu es au-dessus, bah, on se dit, OK, on regarde les chiffres, ça marche pas, ça va pas aller, ciao. Mais sauf qu'un manager, tu vois, ça se déploie. Tu vois, parfois, tu vas te rendre compte d'erreurs. Tu vas voir, oula, j'ai quand même un gros turnover. Va falloir que je change peut-être mes méthodes. Enfin, voilà, tu vois, tu vas être obligé de te remettre en question. Tu peux pas être manager sans casser des œufs, quoi. C'est impossible. Il n'y a pas un choc des générations également? Enfin, je pense qu'on a managé, on a créé nos boîtes à peu près au même moment. Moi, je sais que lorsque j'ai commencé justement à manager, j'étais dans comment je partage ma vision du management, ma vision de la vente. Et en fait, j'arrive à te la transmettre ou pas. Tu vois, si Ouais. j'arrive pas à te la transmettre, en vrai, ben, je vais pas m'adapter à toi, frérot. Donc, c'est qu'on n'est pas fait pour s'entendre et c'est pas grave. Mais aujourd'hui, et je l'ai vu moi au fur et à mesure que je manageais, je me suis rendu compte que enfin, de plus en plus, il y avait du conflit. C'est-à-dire qu'en gros, des choses que je disais 5 ans plus tôt, tu vois, ne passaient plus du tout
à la fin. Un exemple concret, je disais à l'époque, nous, on n'est pas une équipe de requins, on est une équipe de piranhas. Vous savez pourquoi? Non, parce qu'un requin, il tourne 1000 ans autour de sa proie, il vient croquer un bout, il s'en va. Tu as 80% de la bête qui est en train de mourir au fond de l'océan. Nous, les piranhas, on arrive en meute, on passe, il n'y a plus rien. Au début, les mecs, ça les enjaillait. À la fin, les gars disaient, mais Ariel, c'est violent ce que tu dis, tu te rends compte, un piranha. Et en fait, je pense que moi, personnellement, j'ai pas réussi à faire ce passage de. En fait, je peux pas accepter que les mecs veulent pas aller au turbin et se taper avec moi, tu vois. Donc, je te pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un décalage générationnel et comment justement, comment ça s'est passé, comment on peut le combler, selon toi? Alors moi, j'ai eu deux types de commerciaux que j'ai formés, des commerciaux qui étaient parfois plus âgés que moi et des commerciaux plus jeunes. Sur les plus âgés, je suis d'accord en fait. Parce que déjà, ils ont eu, enfin je pense que c'était encore plus dur le management chez les sales, ceux qui sont passés dans les copieurs, etc., eux, ils ont souffert. Donc eux, voilà. Après, je suis d'accord. Moi, il y a eu un moment donné, en tout cas, des commerciaux que j'ai recrutés, c'était pas tout à fait la génération Z, mais c'était une génération un peu celle d'avant, où je commençais à avoir des conflits. Donc ça, je comprends. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je te disais, en fait, d'apprendre, j'ai des turnover, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, j'ai dû apprendre, surtout nous étions en mode full remote, mais avant le Covid. Tu vois, on a pas vraiment full remote, mais en tout cas, on donnait cette possibilité parce qu'on avait envie de cette possibilité. En fait, moi, tout simplement, ce que j'ai compris, c'est que en fait, c'était des gens qui avaient un mindset complètement différent. Il y a un mindset des autres qui était, on veut notre variable. C'est ça qui est important. On veut gagner beaucoup d'argent et le métier de sales, c'est pour ça. Et voilà. Et puis, j'ai après mon confort avec mes clients, etc. L'autre génération, l'argent n'était pas forcément central. D'ailleurs, j'avais des sales en fait plus jeunes qui me disaient franchement, je m'en fous de ma prime. Et moi, ça me rendait fou. Tu vois, je me dis mais comment ça? Enfin, voilà. Non, tu auras un variable. Non, mais moi, j'ai pas besoin de mon variable pour savoir si je bosse ou pas. Et ce qui était vrai, parce que parfois, ils n'avaient pas forcément tu vois, des gros montants de variables, mais parfois, ils se donnaient vraiment. Et c'était vraiment corrélé à ce que nous, on arrivait à mettre en place. Donc, pour moi, en fait, c'est une génération qui a envie de faire ce qu'elle... Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est une génération qui a envie de faire ce qui l'intéresse. Mais le problème, c'est que dans le sales, tu ne peux pas faire ce qui t'intéresse. Ça veut dire que ta session de call, il faut que tu la fasses. Ta préparation de rendez-vous, il faut que tu la fasses. Donc, c'est là où il y avait des conflits. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai plutôt mis en place avec cette génération-là, ça a été très dur. Hein. À un moment donné, j'ai dû trouver quelque chose, parler avec beaucoup de... Du coup, c'est là où, quand tu fais des one-to-one qui sont réussis, où tu arrives à comprendre un peu comment résonne la personne en face de toi, en fait, c'est des deals tout le temps. Tu fais des deals avec ces gens-là tout le temps. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, un manager aujourd'hui, je dis qu'il faut de la formation parce que c'est des deals win-win. Hein. Dire, écoute, moi, je suis OK pour te laisser cette latitude-là. Par contre, sur ce truc-là, je t'attends. Et en vrai, si tu le fais vraiment de manière rigoureuse, avec vraiment une culture de l'écrit, hein, pas un truc juste à l'oral, que c'est vu, que c'est timé, que c'est su par tout le monde, et en fait, généralement, ça marche. C'est juste que ça te demande beaucoup d'énergie. Et tout le monde n'a pas envie de mettre cette énergie-là. Ok. J'avoue, elle fait flipper, genre je peux plus poser de questions après. Super à transition au niveau justement de la génération, des conflits générationnels entre le management et les managers, des attentes du coup qu'il y a sur différentes générations. On va parler sur ce troisième round de la génération sacrifiée. Je vais reprendre l'expression d'Emmanuel Macron lorsqu'il parlait justement du confinement. Et moi, j'ai un surnom pour cette génération, j'appelle la génération ouin-ouin. Genre, je les vois pleurer tout le temps en permanence, ils sont jamais contents, je veux des responsabilités, je veux gagner plus, m'en foutre moins. C'est tout le temps en train de se plaindre, donc je les appelle les ouin-ouin. Alors, je fais pas une globalité. Ceux qui veulent s'énerver, allez-y, vous pouvez vous énerver sur le feed, ça fera que faire monter l'algo, hein, ça me plaît. Euh, Par rapport justement à cette génération, toi, euh, selon toi, comment on est arrivé là, déjà? Et est-ce qu'il existe des moyens de les ramener, entre guillemets, sur nous, notre vision du sales qu'on avait avant ou pas? Waouh. En fait, alors, je suis pas sociologue, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que, alors, effectivement, c'est peut-être une génération ouin-ouin, mais c'est une génération qui pleure à raison. Tu vois. Genre, en fait, c'est quand même une génération qui ont été un peu élevés par leurs parents de la même manière que nous, en mode genre, si tu fais des études, si tu fais une bonne école, si tu fais ci, ça va bien se passer dans la vie. Ils arrivent et ça se passe pas super bien dans la vie. Ils ont un monde qu'on leur file en disant, écoute, la planète, elle va exploser. Le travail, je sais pas si tu vas en avoir.
Bon, la paix, je ne sais pas si tu vivras toujours en paix. Bref, en tout cas, ils ont vraiment sur leurs épaules énormément de choses, ce que nous, on n'a pas eu. On a eu quand même en fait un petit peu un moment de sérénité, d'insouciance, de faire nos armes, etc. Là, tu as l'impression qu'ils ont zéro chance. Tu vois, genre, en fait, ils arrivent, il faut qu'ils fassent les bons choix. Donc, en fait, je trouve que si tu te mets à leur place, tu te dis, ok, c'est pas évident de se mettre à leur place parce que je comprends parfois bien l'énervement que sûr. tu peux avoir. Ouais, Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a cet aspect-là. Quand j'en parle avec eux, je sens ce truc-là. Ensuite, si tu peux, et c'est ça parfois quand je vois certains de tes posts LinkedIn, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant je trouve ça super intéressant d'en parler, c'est que est-ce qu'on peut les emmener dans une vision? Moi, je crois que non. En fait, c'est même pas la peine de le faire parce que je pense que tu vas rentrer dans un combat et que tu vas pas gagner. Pour moi, je pense que c'est un combat que tu vas pas gagner. C'est des gens, encore une fois, et je pense plus tu vas vers les plus jeunes de cette génération, plus en fait, c'est effectivement, je veux gagner de l'argent, je veux avoir des responsabilités, et je vais surtout pas, encore moins que les gens d'avant, faire quelque chose que j'ai pas envie de faire en fait. Donc c'est des deals, toujours des deals, et être, alors moi je pense, tu vois, genre tu peux pas être comme parfois nos boss pouvaient être en disant, je veux que tu sois bon là, 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 là. Il faut choisir un truc sur lequel tu fasses un deal. Et pas 10 000. Parce qu'ils sont pas capables. En fait, ils sont pas capables d'avoir ce focus, tu sais, parce que notamment, ils ont un problème d'attention quand même, même si nous, on en a aussi. Et donc, ils sont pas capables de se focus sur plusieurs trucs à la fois. Donc, je sais pas, par exemple, je te donne un exemple de vente. Si toi, ton objectif, tu vois, par exemple, là, je coach pas mal de gens sur du closing. Je leur dis d'office, ça sert à rien que tu implémentes tous les feedbacks que je te fais. Tu vas pas y arriver. Je le sais qu'ils vont pas y arriver. Donc, je leur dis, bah écoute, tu vois, ce mois-ci, juste tu vas bosser sur la partie découverte, mais pas sur toute la partie découverte, sur la partie découverte et sur ta capacité à aller, définir les bons critères de décision, par exemple, tu vois. Genre, sur cette partie-là, je veux que tu bosses. Et en fait, il faut que tu les mettes dans un couloir. C'est un peu comme nos prospects aujourd'hui. Il faut que tu les mettes dans un couloir en disant, si tu fais ça, ça va être cool. Et en même temps, tu peux aller faire ça aussi, tu peux t'amuser là-dessus. Et surtout, en fait, je pense aussi également, prendre leur truc de créativité, parce qu'ils ont une créativité c'est vrai. de dingo que nous, C'est on n'a vrai. pas. Je trouve ils sont vraiment faits pour l'entrepreneuriat. Et donc, je pense qu'il faut aussi exploiter ce truc-là en disant, bon voilà, moi, c'est tout ce que je te demande parce que mon expérience fait que si tu fais pas ça, ça marchera pas. Par contre, fais-toi plaisir à explorer ça, quoi, tu vois. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu veux des responsabilités, tu veux faire ce que tu as envie de faire, tu veux gagner de l'argent. Pourquoi justement tu ne deviens pas indep? Enfin, cette génération-là, pourquoi elle ne devient pas indep? En plus, nous à l'époque, c'était faut absolument que tu deviennes salarié, il faut que tu aies un CDI, sinon tu n'auras pas de chômage, sinon tu ne pourras pas évoluer dans une boîte. Et encore, enfin, moi je me rappelle à notre époque, enfin, moi j'ai jamais signé de CDI de ma life, mais quand je voyais des CV, enfin, les gars de notre âge, 37 ans, ça, J'ai un peu plus. un petit peu. Ouais. 37 ans, t'as 37 ans. Et en fait, ça se voit pas, donc Ouais, ça se voit j'assume. pas du tout. Enfin, ça reste quoi? Ça reste 1 an et demi, 2 ans, Ouais, max 3 ans, tu vois, alors que ouais, la génération d'avant, c'était beaucoup plus. ouais, ouais. Aujourd'hui, pourquoi des gens qui veulent avoir ce niveau de liberté-là sont pas enclins ou veulent pas devenir indépendants et du Bah, coup c'est avoir les compliqué. libertés qu'ils veulent? En France, c'est compliqué. En France, tu vois, genre, t'es pas, enfin, tout le monde veut négocier ton TJM. Tu vois, si par exemple, tu étais en mode genre, OK, en fait, on prend un salaire d'un vrai sales, et en fait, si on prend le TJM en fonction de ton niveau d'expérience, on te paye ça, je pense qu'il y aurait pas mal qui diraient, en fait, enfin, tu vois, genre les bons ops, par exemple, les bons sales ops, Ouais. dès qu'ils sont bons, ils ont une expérience, c'est fini, hein, tu les vois en indé, hein, directement, parce qu'ils savent qu'il y a un problème sur le marché et que, voilà. Mais en fait, enfin, à chaque fois que je vois des gens recruter des indépendants, c'est souvent des boîtes qui veulent pas recruter des CDI pour des raisons, voilà, on va pas en parler ici, mais c'est pas forcément. Alors que les boîtes qui sont plutôt cool, qui pourraient apporter franchement quelque chose de bien, sont plutôt dans des schémas très classiques. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de possibilités pour ces jeunes-là, quoi. En gros, ils sont un peu entre le marteau et l'enclume. C'est ça. En fait, ils sont pas bien en entreprise, etc. Et en même temps, sur l'indépendance, il n'y a pas les conditions nécessaires quand même pour les mettre en sécurité. Après, il y a un truc quand même, c'est aussi les managers. Moi, je pense que je ne peux pas manager cette génération. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi ce qu'on peut faire. Je peux en tout cas, tu vas donner des conseils à travers mon contenu, à travers du coaching individuel. Par contre, sur la durée, je ne peux pas. Donc, c'est peut-être aussi d'autres types de managers qu'il faut. Donc, voilà. Et est-ce que tu penses du coup, parce que pour moi la vente c'est des heures de vol, c'est-à-dire Ouais. qu'en fait tu engranges des heures de vol, des heures de vol, des heures de vol qui vont former ton Ouais. expérience et te permettre justement d'avoir ce niveau d'expert dans ton secteur, dans ton domaine. Si tu n'as pas ces heures de vol, en fait, tu peux Ça pas marchera pas. prétendre être un expert. C'est ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on va sur des plateformes d'indépendants et on voit qu'il y a beaucoup justement de juniors qui ont des TJM exorbitants, mais
qui, selon moi, n'est pas du tout en Ouais. fait la bonne valeur par rapport à leur expérience. Du coup, je reviens par rapport à ce que tu disais sur le management. Si je comprends bien, les managers, pour manager ces personnes-là, doivent savoir faire une double vente, c'est-à-dire la vente en interne dans leur équipe C'est ça. et la vente en externe C'est pour toujours les développer. deals. Mais donc, du coup, dire que enfin, ça devient un boulet. En fait, Bah, c'est peut-être comment, pour ça comment, qu'il y a tu le veux, comment, PJ comment tu veux qui évoluer? commence à arriver. J'en sais rien. Non, mais, non, je plaisante, c'est une blague. Mais en fait, non, en fait, pour moi, je sais pas parce qu'en fait, en vrai, je sais plus, il y a une head of sales, head of sales de Payplug, par contre, que j'ai invitée, qui a pas mal de juniors et de la Gen Z. Et elle disait, par exemple, avec une de ses sales, elle avait trouvé un deal et que c'était un truc qu'ils avaient jamais vu dans la boîte. C'était de dire, bon, ok, tu fais ça, tu fais tes sessions de call, ça c'est mort. En fait, t'en fais 2. Et en fait, t'en fais 2 dans la. Par contre, j'ai vu que tu kiffes TikTok, donc ok, fais-toi plaisir pour TikTok. Et bah C'est du de coup, elle quoi? l'a fait. Fais-toi plaisir, quoi? Genre, Bah, fais-toi plaisir. En fait, si tu peux trouver des opportunités de business, genre des rendez-vous, me ah choper des ouais. rendez-vous avec ce levier-là, je te laisse l'espace de le faire. Elle l'a fait, elle a cartonné. Payplug, jamais de la vie, ils auraient mis en place un canal. Jamais, trop à Ouais, l'ouest, trop vieux, trop ouais. pas, enfin, pas la génération. Et donc, du coup, en fait, bah, la nana, elle a ouvert un nouveau canal dont ils ne pensaient pas. Donc ça, cette valeur-là, ça vaut le coup, tu Mm. vois, genre le taf qu'elle a fait de se dire, ok, je te mets juste une règle et pas 1000. Parce que souvent, les managers, ils ont tendance à dire, je veux que tu sois à l'heure, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ci, je veux ça. Genre une règle, parce que celle-ci, je sais qu'elle est hyper importante pour qu'on réussisse. À côté, je te laisse faire ça. Bah, en fait, si tu as une bonne personne en face de toi qui, en fait, qui est fair, tu vois, bah, ça peut marcher. Donc, je pense que c'est juste, il faut avoir les bons managers qui ont la patience de le faire, quoi. C'est l'ingéniosité dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, ils sont beaucoup plus enclins à avoir cette C'est innovation ça. dans la vente que Ouais. nous, on l'avait à l'époque. Ils ont beaucoup Où on suivait plus. beaucoup bien des On process. n'avait pas de choix, en fait. Ouais, on n'avait pas trop de choix. Et puis, on n'avait pas autant d'outils, on n'avait pas autant de canaux. Tu veux faire de la haute bande, il n'y a pas 50 000 C'est façons ça, de le faire, tu vois. exactement. Maintenant, me dire, est-ce qu'on peut aller trouver un prospect à travers TikTok? Why not? Mais c'est vrai que se dire, d'avoir la présence d'esprit de se dire, OK, ils ont des expertises que je n'ai pas parce qu'ils sont beaucoup plus enclins à utiliser ces outils-là, alors je vais leur faire confiance. C'est effectivement, C'est fou. c'est fou, ouais. Moi, je me souviens C'est d'une vidéo d'un SDR, alors c'était aux US. Il a fait une vidéo de 45 minutes, mais une vidéo genre en mode YouTube pour aller prendre un prospect. Alors vraiment, il était sur un panier moyen assez élevé, tu vois. Et genre le type, du coup, la vidéo était tellement ouf d'envoyer, tu sais, c'est vraiment les vidéos, j'envoie des flammes, c'est pas la vidéo les longue, tu vois. ricains, j'adore. Et le prospect a écrit un message sur LinkedIn pour montrer la vidéo qu'on lui a envoyée. Il a dit, mais of course, je vais te donner je vais te donner un rendez-vous. Et le type, c'est un SDR, tu vois, un mec, franchement débraillé, pas du tout la posture d'un sales que tu attends. En fait, tu vois, c'est son ingéniosité en disant, bah, en fait, pour faire venir un mec gros, je vais lui faire une vidéo YouTube de 45 minutes. Le mec, il peut pas me dire non, tu vois. Rien à Genre, perdre. voilà. Donc, il y a un côté comme ça que je kiffe dans cette génération. Ok. Récupérer la folie justement de cette Ouais, pour génération moi, c'est ça. et Et l'exploiter, en fait. et l'exploiter, voire l'injecter dans l'équipe C'est ça. pour la faire exploser. Et je pense que c'est là où il y a une complication pour le moment. Mais ça va arriver, ça va. Ouais, bah, il faut les bons managers. Exact. On passe au troisième sujet, mais j'adore ces sujets hein, sur la génération Z. Tu m'as appris pas mal de choses parce que je t'avoue que j'avais un esprit hyper étriqué sur la génération ouin ouin. Et je J'ai une pense, vidéo que je vais te donner ouais, d'une nana qui est une youtubeuse française et qui a fait une vidéo sur Génération Z, Génération Y. ouais. Voilà. Et en fait, franchement, j'ai regardé la vidéo, j'avais limite de la peine, j'avais envie de prendre tous les gens de la Génération Z Ah, en mode trop genre, cute. genre, en fait, vous faites trop de la peine. C'est vrai que votre monde, c'est dingo ce qu'on vous a laissé. Et franchement, en fait, de s'en sortir. Et en même temps, parce que, tu vois, j'ai un autre podcast aussi également. Et là, je vais lancer un épisode. C'est un jeune de 23 ans. Il a un SaaS, e-commerce, etc. Et en fait, en termes d'entrepreneuriat, franchement, il m'a mis une claque. Il nous explose. On passe au quatrième round. Et là, dans ce quatrième round, je vais faire appel à toute ton expérience à l'international. Mhm. Aux nombreux commerciaux, techniques de vente que tu as pu voir dans d'autres pays. Et je vais te poser une question. Est-ce que selon toi, la vente est un langage universel? Vous avez 4 heures. Alors, je pense que la vente est un langage universel. Par contre, je pense qu'il y a des cultures différentes et qui font qu'on va, du coup,
Euh, je vais m'en sortir comme ça. Bien, Des ouais. cultures différentes qui fait que du coup, il y a des choses qui vont marcher dans plus ou moins dans un pays ou un autre. Moi, je me suis pris, par exemple, une grosse claque parce que, tu vois, souvent on parle international, on parle que des trucs positifs. Moi, je me suis pris une grosse claque au Canada, par exemple. Vas-y, raconte. En fait, tu sais, c'est encore toujours le côté peut-être français. Ouais, on a un super produit, on va arriver au Canada, tout le monde va nous ouvrir les bras. Bien Forcément, sûr, of ils nous course, attendent. Ils nous on attendent. les attend, tu vois. Du coup, ça c'était du coup une de mes premières expériences. Et je me suis rendu compte, en fait, il fallait qu'on. En fait, moi, je devais du coup pousser le produit. On s'est dit, on commence par Montréal, après on ira à Toronto, etc., etc. Donc j'ai commencé. Truc très positif, tu le sais, beaucoup de rendez-vous. Tout le monde veut te parler, ok, fine, comme aux US, etc. Donc tu n'as pas de difficulté à générer des leads. En Mais ça revanche, veut pas dire que tu vas closer. ouais, en revanche, en fait, j'avais du mal à closer mon pipe. Enfin, alors pourtant, je suis plutôt une bonne closeuse. Mon pipe, il stagnait, etc. Je captais pas. Et ensuite, j'ai discuté avec des gens qui étaient du coup au Canada depuis longtemps, dont un type avec qui je fais beaucoup de choses, qui est Laurent Sébarek, et d'autres personnes aussi également, et qui m'ont dit, mais en fait, tu rêves. Le Canada, ça peut pas comme ça, en fait. Le Canada, en fait, il faut déjà vous soyez tout le temps sur place, qui vous ait vu tout le temps, surtout au Québec, pas forcément Toronto, parce qu'encore, il y a des Là, c'est différent. différences dans les régions. Que tu bouffes avec les gens, que tu te poses avec les gens, qui te connaissent, en fait, qui te sentent, quoi. Tu vois. Alors, ce côté-là, en France, il n'y a pas le côté tu te sens. Et encore, s'il y a un peu. Maintenant, non. Maintenant, non. Mais à l'époque, Maintenant, il y non. a. Mais à l'époque, en fait, Il y avait, à il y avait l'époque, ce tu côté bouges. où tu Mais, pouvais perdre un deal parce que l'autre personne déjeunait avec. mais Toi, bien tu sûr. déjeunais pas avec Mais personne. ça se joue comme ça. Ça se joue comme Et genre, je parlais, je te laisse juste après. Genre, je parlais avec, c'est avec Henri. Tiens quoi, je vais le citer. Genre, je le fous dans la merde tout seul. Je parlais avec Henri la dernière fois. Il me disait, mais moi, je donne des budgets à mes gars pour qu'ils puissent aller au restaurant avec, cool, ça. avec leurs clients. Et les gars ne veulent pas y aller. Qu'est-ce que tu veux que je dise à mon client? Ouais, parce qu'il y a du coup cette. Il n'y a pas cette culture de. Non, non, mais je vais. Et après, tu as l'autre côté managériel qui dit oui, mais tu fais beaucoup plus de démos lorsque tu es derrière ton écran. Ouais, mais en fait, tu crées aucun lien. Ouais, tu crées aucun lien. Du coup, voilà. Et ça, par exemple, si tu arrives, tu débarques, toi, Frenchie, genre en mode, bah ouais, mais si j'ai un produit, etc. Et du coup, j'ai même. Alors, par contre, ce que je kiffe, c'est qu'il y a un prospect qui me l'a dit. Il m'a dit, écoutez, tu sais, en plus, un peu ce côté-là. Écoutez, si vous voulez venir, va falloir autre chose que juste me pitcher votre truc. Si votre truc est intéressant, il faut qu'on vous voit, il faut que vous venez souvent au salon, il faut que vous déjeunez ensemble, il faut qu'on vous connaisse, quoi. Et donc, tu vois, ça, c'est un truc de culture. Donc, la vente est universelle, mais il y a des choses, des codes qui ne seront pas les mêmes. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, voilà. Par exemple, ici, je ne sais pas si tu prends un exemple, la prise de rendez-vous, c'est un enfer parce que les gens. Et par contre, après, c'est plus facile. Tu vois, genre, c'est vraiment l'inverse, tu vois, entre si tu prends l'Amérique du Nord et la France, en fait, quand tu prends rendez-vous, il y a ce côté, bon, c'est bon, tu m'as convaincu que tu étais quelqu'un avec qui je prends du temps. Et si tu n'es pas trop nul, genre en rendez-vous, ça peut bien se passer. Même si tu ne closes pas après, parce qu'on ne peut pas closer tous les deals, tu vois. À l'inverse, les pays où en fait, ok, ça sign up de tous les côtés, ça prend des rendez-vous, ah, c'est cool, yes, fine, tu fais le côté. En Italie, pareil, tu vois, les gens sont hyper sympas en Italie. Alors, par contre, tu vois, genre, va falloir savoir nurturer, tu vois. Genre, il faut savoir nurturer, tu vois. Soit nurturer, soit il faut être très bon pour avoir des résultats et de l'impact tout de suite, tu vois. Ok. C'est quoi justement, selon toi, les axes d'amélioration qu'on pourrait avoir en France pour pouvoir aller à l'international? Tu vois? Alors déjà, en fait, pour moi, c'est toutes les boîtes qui se plantent généralement quand elles vont à l'international, c'est qu'elles pensent qu'elles vont y aller seules. En fait, il faut quelqu'un en fait du pays. C'est clair, net et précis. Une personne du pays, Ouais. un natif. Un natif du pays qui transpire la culture, qui parle bien la langue, parce que bon, on peut parler anglais, italien, etc. Et qui, du coup, moi je vois plein de boîtes qui vont en Italie, etc. Mais l'Italie, c'est un enfer en termes de sales. Si tu captes pas les gens, même en termes de management, c'est un enfer. Moi, j'ai été head of sales part-time là, il n'y a pas très longtemps. Vas-y, raconte-moi une petite histoire quand même, anecdote, quand même, pour comprendre la Anecdote, mentalité du pays, tu vois, la mentalité du pays. anecdote, tu vois, en France, ça paraît normal. Par exemple, à une réunion, les chiffres sont pas très bons, t'arrives, tu dis, écoutez les gars, là, ça va pas, enfin voilà, on s'était donné ça comme objectif, tu vois, d'être un peu dur. Piano, piano. Là, tu fais ça. Il y a des endroits où tu peux le faire, Milan, tu peux le faire, mais dans d'autres endroits, genre, tu vois les visages. Et donc, une fois, j'étais avec la CEO, et donc, je lui dis, écoute, là, il va falloir les agiter, etc. Laisse-moi faire. Elle me dit, OK, pas de problème et tout. Donc, je le fais. Et là, je vois tous les visages, tu vois, mais qui se serrent. Et en fait, ensuite, je l'ai payé cher parce que, genre, vraiment, 3 jours, tu peux plus rien faire, quoi. Genre, 3 jours, tu vois, t'as des portes
fermé, tu vois. Donc après, tu mets beaucoup de temps, tu vois, à déverrouiller les portes en disant non mais t'inquiète, j'ai dit ça pour ça, ça, ça. Et en fait, du coup, je trouvais que la CEO était trop chill. Mais en fait, non, c'est juste moi qui n'avais pas les codes. Oui, tu peux parler une langue, tu maîtrises pas la culture, etc. Donc ça, déjà, pour moi, c'est d'avoir des gens qui connaissent comment se passent les interactions, qui savent comment se passe la vente, qui savent ce qui peut se faire, les mots qu'il faut dire. Typiquement, par exemple, je te donne un autre exemple. Aux États-Unis, au Canada, par exemple, il faut savoir parler sport. Tu parles pas sport, tu sais pas faire de small talk au début. Tu arrives comme ça. Donc, du coup, on s'est dit 30 minutes pour le rendez-vous. OK, vous êtes disponible? Bon, OK, première question. C'est quoi vos besoins? Bon, ça, c'est mort, tu vois. Ça marche pas. Donc, tu vois, Et en même temps, nous, les Français, c'est pas notre truc, tu vois, de faire du small talk en disant ah, vous avez vu le match hier, et ça. T'auras l'impression d'être. C'est trop bizarre, tu vois. Ça fait chelou, ouais. Donc voilà. Ok, j'adore en fait cette culture locale de la vente, moi. Ouais. C'est un truc qui me passionne, c'est-à-dire euh, comment je vais adapter le fond, ou la forme, pardon, au fond pour pouvoir justement être aligné avec mon Avec la prospect culture. et respecter sa culture locale. Ça passe par les gestes également, Aussi. hein, Fou. au Japon, en Arabie Saoudite, à Dubaï. Ah, ça, je connais pas du tout. Ouais, bah, c'est des pays musulmans, donc tu peux pas faire ce que tu veux avec ta main droite ou ta main gauche. C'est bas gauche plutôt, Main ouais. gauche, tu vois, genre, j'ai pas révisé. Euh, Au Japon, pareil, il y a des comportements à avoir, et si t'as pas ces petits codes-là, En Chine, ne pas être trop pushy, par exemple. Ouais. exactement, Ouais. mettre une pierre de jade au milieu d'une table parce que tu es en égo, parce que la pierre de jade est signe de justice. Donc en fait, si tu mets une pierre de jade, ça veut dire que tout ce qui se passera autour de la table est juste, donc tu ne mentiras pas. Trop bien. Tu vois, genre que des trucs comme ça où si tu Ok. t'y intéresses pas, Ouais, c'est mort. bah, un, c'est mort, et deux, tu peux ne pas faire la diff. Ouais. Tu vois, et c'est ça, c'est le détail Dieu se trouve dans les détails. Ou le diable se trouve dans les détails. Ouais. Enfin bon, le détail est important. Ouais. J'adore. Nickel, j'ai adoré sur le langage, le langage, la vente, le langage universel. Euh, on va poursuivre un peu justement sur l'international, sur ce dernier round, et plus axé sur les bonnes pratiques à avoir lorsque je veux ouvrir un business à l'étranger. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire euh, avoir une personne locale. Moi, j'aimerais me poser une question, c'est selon toi, quelles sont les trois bonnes pratiques à mettre en place? C'est quoi? J'enlève cette question. Première question, est-ce que tout le monde est éligible à aller à l'international ou pas? Non, moi je pense que non, parce qu'en fait ça te demande de ta motivation à te dire je vais faire un effort. Déjà en fait par exemple, tu as déjà des efforts quand tu es sales à faire sur ton produit, connaissance de marché, etc. C'est énorme. Donc là tu te rajoutes un truc, c'est de connaître en fait la culture du pays, comment ça marche, le marché du pays, etc. Donc ça te demande vraiment l'extra mile. Donc si t'es pas capable en fait de dédier du temps en dehors de ton temps de travail pour pouvoir potasser, enfin ça marchera pas. Deuxième truc, tu vois, tout à l'heure je te disais effectivement quelqu'un de local, mais il faut aussi également quelqu'un du pays quand tu veux t'exporter. Pourquoi? Parce que en fait, le personne locale, elle a la dimension comment on fait de la vente dans ce pays, la culture, mais elle n'a pas le produit, tu vois. Donc ça, typiquement, le produit, ce qui va insuffler la vision du produit, c'est forcément la personne du pays qui veut s'exporter. Et donc, du coup, c'est vraiment un binôme à mettre ensemble, qui vont travailler ensemble, qui vont faire des allers-retours et qui vont ajuster à la fois le pitch commercial, qui vont ajuster les approches commerciales, qui vont ajuster même les canaux, en fait, par exemple. Tu vois, typiquement, je sais pas, tu vas en Italie, tu veux essayer de faire du LinkedIn, c'est bonne chance, tu vois. Genre, en fait, c'est que tout le monde n'est pas actif, comme nous en France, tu vois, par exemple. Donc, par contre, le téléphone, c'est un bonheur. Faire du call en Italie, genre Ça vraiment. prend du temps, par contre, à mon avis, dès que tu as un mec au téléphone, genre, Par contre, ça prend du temps, ça peut mais passer, ouais, genre, mais tu tu as peux des passer une conversations heure, qui quoi. durent 10 minutes. 10 minutes qui dit ok, pas de problème. Enfin, quand tu connais la réalité de la France où tu es obligé de rusher, c'est trop bien, tu vois. Genre, donc quand je coachais les sales en Italie, ils faisaient pas de call. J'étais, vous êtes fous. Enfin, faites du call. Donc, tu vois, par exemple, du coup, voilà. Donc, ça va être tu vois, de challenger tout ça. Et en même temps, avoir un Français qui est vraiment sur la partie, qui est sur la partie produit. Donc, déjà, ça, pour moi, c'est ça. C'est un binôme qui va, du coup, un pour la vision, un pour la culture sur la partie sales et qui vont travailler ensemble. Par, Et puis rap- même du market, hein, évidemment, of course, tu vois. Par rapport aux étapes, justement, avant de te lancer, tes étapes préparatives, entre guillemets, comment tu les... quelle chronologie tu mettrais, justement, avant de dire, OK, j'appuie sur le bouton,
et je vais commencer à burn de l'argent pour aller à l'étranger. Moi, pourquoi je te pose cette question? Parce que je vois de plus en plus en fait de personnes qui disent je veux lever des fonds pour aller au UK. Il y a Tu vois. beaucoup de Et boîtes qui d'ailleurs, sont j'ai pas bloquées vu ça. grand monde Non. réussir à développer les UK, hein. Tous les Non, parce mecs que ont... UK, il faut un produit UK, Exact. en fait. Il y a ça, il y Ouais. a ça. Je vais lever de l'argent pour aller aux US. Je vais lever de l'argent. Ben, ok, mais avant de lever de l'argent, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Est-ce que tu es obligé de même de lever de l'argent pour aller à l'international? Bah, ça dépend de ton produit, tu vois, pour lever de l'argent. Mais Ouais. par contre, je pense qu'il y a un moment où il faut essayer. Alors déjà, mon premier truc, c'est je pense qu'il faut s'immerger vraiment. Alors, soit tu peux y aller, soit tu peux pas y aller, mais de la culture, rencontrer un maximum de gens, écouter. Non. Moi, par exemple, genre, quand j'ai voulu aller sur plus le marché nord-américain, j'ai écouté tous les podcasts des mecs sales qui faisaient de la vente, tu vois. Pour avoir le référentiel ou pour avoir les Pour avoir les tips, référentiels, Ouais. les tips, comment on se parle, comment ça se parle, les différents secteurs qu'il peut y avoir, entre les secteurs qui m'intéressent, c'est plus la tech. Mais du coup, voilà, c'est quoi leur mindset, comment ça marche, etc. Pareil en Italie. Je me suis partie me prendre, il n'y en a pas beaucoup, mais je suis partie me prendre les podcasts italiens, comment ils parlaient de la vente, etc. Enfin voilà. Donc déjà, en fait, pour moi, c'est s'immerger, tu vois, regarder, il y a plein de newsletters, etc. Tu as la possibilité de regarder un petit peu les influenceurs, ce qu'ils font. Du coup, voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, si tu n'as pas un produit qui est trop complexe et qui demande en vrai d'élever des fonds, moi, je pense qu'il faut, en fait, clairement prendre des risques, hein, c'est-à-dire de dépenser de l'argent. Par exemple, je te donne l'exemple du Canada. Bah, typiquement, ça a été un fail quand ma première expérience, parce que, bah, du coup, la boîte n'a pas voulu se dire, OK, je prends un bureau, je paye, je mets toutes les conditions et j'envoie une personne, quitte à ce que ça marche pas, mais pendant 6 mois, tu vois. Et en fait, tu peux pas faire le raccourci de se dire, ah, vas-y, je vais tester une semaine ou bien... Enfin voilà, c'est pas possible, ça marche pas. Parce que tu vois, 6 mois, ça aurait été le temps que ça m'aurait donné d'aller dans tous les événements, de rencontrer les gens, de déjeuner avec des gens, etc. Donc ça demande du cash, tu vois. Donc pour moi, tu lèves, tu fais ta preuve de concept, et puis ensuite, après, tu peux lever de l'argent si tu veux. Moi, j'ai vu beaucoup de gens se planter sur de l'international parce que soit ils pensent qu'il y a aussi une question de produit. Ton produit, il n'est pas... Enfin, tu prends le Blackar, par exemple. Aux États-Unis, les gens ils veulent pas partager leur voiture. Ils préfèrent en fait acheter une voiture et te la mettre, te la donner, Ouais. que de partager. Ils veulent pas quelqu'un dans sa voiture. Ta voiture, c'est ton sanctuaire, tu vois. Nous, en France, notre voiture, c'est pas notre sanctuaire. Donc, du coup, tu vas exporter un produit comme ça, bah, ça n'a pas marché. Je prends Welcome to Jungle, par exemple, là, qui a racheté une boîte. Tu vois, c'est très malin. Ils ont racheté une boîte UK, OTA, tu vois, par Ouais. exemple. Super boîte, super D'ailleurs, rachat. on Je suis voit trop contente. Sébastien demain. Demain, Ah, j'interroge d'accord. Sébastien. Ok, bah typiquement leur rachat il est super parce que cette boîte elle est super et je trouve ça plus smart de se dire je fais un rachat d'une boîte qui va me permettre de pouvoir venir que Welcome to Jungle par exemple si tu vas aux États-Unis. Bon, bah quand tu vois par exemple toutes les, je clash pas mais quand tu vois toutes les, parce que j'ai compris la règle, mais quand tu regardes la vitrine par exemple toutes les vitrines, bah t'as pas beaucoup de diversité quand tu regardes. Ouais. Il y a des pays en fait genre New York, tu peux pas arriver avec des photos où il y a que des gens qui se ressemblent qui sortent d'école de commerce. Enfin ça ne matche pas avec le pays. Les gens vont se dire, moi, en fait, visuellement, il va falloir qu'on change le produit pour que ça soit moins obvious, tu vois. Donc, c'est des petites subtilités comme ça qui font que bah, tu n'as pas forcément toujours le produit qui va. Donc, soit il va falloir que tu le changes, soit il va falloir que tu l'adaptes. Est-ce que tu as un marché? Donc, voilà. Pour moi, il y a vraiment, c'est tester avec quelqu'un du pays et c'est cracher du. De toute façon, tu veux ouvrir un nouveau marché. Mais je Tu pense fais un autre que... product market fit, hein, c'est Ouais, pas. ouais. Mais je pense qu'il y a un gros problème au niveau de... En fait, quand je t'écoute, je pense qu'il y a un gros problème au niveau de beaucoup d'entrepreneurs français qui veulent aller aux US en Tout sauf bien. faisant un rebond par UK, en disant, ah ben, c'est le satellite des US. Ou Euh, même Canada, UK, rien à Canada, voir. ouais, pareil. Mm. En se disant, ok, bon, bah, on y va, la fleur au fusil, ça va bien se passer. Et en réalité, je te dis, les seules personnes que j'ai vues réussir, c'est des gens qui avaient fait de l'intégration Ouais. directement de boîte. Et là aussi, un deuxième problème, on revient sur ce qu'on disait par rapport à la culture. Il y a une culture d'âge, une culture de boîte, une Mm. culture générationnelle, une culture locale qui est complètement différente. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu rachètes une boîte qui est très bien implantée au UK que tu vas réussir. En tout cas, si toi tu veux, mais c'est un autre sujet, si toi tu veux justement inculquer, enfin picouser, on va dire, ton ADN dans cette nouvelle boîte, en mode je l'ai racheté, on va les mettre en mode Welcome to the Jungle. Ils le feront pas, parce Ouais, ils que sont très genre, je les smart. connais, ils sont hyper smart par rapport à ça, et c'est hyper important de respecter l'ADN de la boîte, mais ça peut également avoir d'autres enjeux Ouais. et d'autres freins. Donc le développement international, il y a quand même beaucoup de chances aujourd'hui pour un Français de se planter si, en tout cas, il n'a pas bien préparé en amont. C'est ce que C'est je ça, comprends. exactement. Ok. Exactement. Et la meilleure préparation, c'est l'immersion directe. C'est l'immersion directe, c'est testé direct.
On est bien là. On est super bien. Parfait. Dernière question. La question qui met KO. Qui est censée me mettre KO. T'as le temps de te préparer ou pas? Ouais, en tout cas, j'ai une question qui traîne. Elle était Vas-y, pas super bien vas-y. structurée, mais du coup, elle va un peu avec un des sujets Vas-y, pose. qu'on a dit en Génération Z. Justement, il y a un post que j'ai vu que tu as écrit où tu parlais justement des demandes de congés, du remote, etc., de toute cette génération-là qui demande pas mal de choses, etc. Et tu disais qu'effectivement, si tu n'as pas les résultats, tu n'as pas le droit à ça. Et donc, du coup, j'aimerais te demander comment tu mets en place, comment tu expliques ça, en fait, à quelqu'un qui n'a pas de bons résultats sales, qui n'aura pas le droit, en fait, à certains avantages de boîte. Je vais peut-être faire une réponse de Normand par rapport à ça, mais Yes. en vrai, j'ai toujours été hyper carré avec cette pensée. Moi, je pense intimement qu'un sales, c'est pas en remote. Genre, en fait, tu peux pas être sales et en remote. Ça ne va pas ensemble. Dans ma précédente boîte, on a dû mettre le remote parce qu'il y a eu des levées de boucliers dans tous les sens et que justement, on avait embauché beaucoup de personnes de la génération Z. Et clairement, en fait, il fallait qu'on mette du remote pour commencer à concurrencer d'autres boîtes si on voulait recruter. Pour ma part, je pense que c'est une erreur et qu'on aurait dû garder notre ADN de base. Aujourd'hui, j'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'un bon sales, il est en présentiel, il est chez son client, il est avec son équipe, il est avec son manager, mais il n'est pas chez lui. Parce qu'en fait, lorsque tu es en team, tu progresses beaucoup plus vite. Lorsque tu es en team, tu peux justement challenger avec les autres, tu peux apprendre des autres, tu peux écouter les calls des autres. Pareil, lorsque tu fais un call, pourquoi tu vas te cacher dans une salle là, machin? Fais-le devant tout le monde, call devant tout le monde. On n'a rien à cacher en fait. Ouais. Tu te plantes, c'est pas grave. Tu as le droit de faire 1000 erreurs, jamais deux fois la même. Mais si tu l'as fait et que je l'entends pas, comment tu veux que je te donne justement les bonnes pratiques pour éviter de la faire une seconde fois? Donc, à la fin, on était obligé de trouver, tu vois, des deals, comme tu disais tout à l'heure, pour pouvoir dire oui, mais si tu fais en vrai, de vrai, je pense que c'est une erreur. La base, c'est quand tu viens dans ma boîte, il n'y a pas de remote quand tu es sales. Il y a un plateau. Il y a un plateau, en fait, il y a une team. C'est one team. T'es pas d'accord avec ça? Eh ben, c'est pas grave. C'est juste qu'en fait, tu corresponds pas à mon ADN, mais tu es sûrement un bon sales. Je préfère ne pas bosser avec Watt et toi, pareil, de ton côté, parce qu'on sera pas heureux tous les deux. Mon ADN, c'est on va tous au charbon ensemble, on se plante ensemble, on grandit ensemble. C'est ma vision en fait du sales. Et lorsque tu n'es pas au bureau, tu es chez le client. Ok. Pour moi, c'est ça la vente en fait. Ça se fait comme ça. Non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant et je pense que c'est un débat qu'il faut poursuivre et avoir parce qu'on voit aussi également, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, ta première question, le niveau. On ne sait pas effectivement dans quelle mesure en fait, le fait que les équipes soient un peu partout, si ça n'a pas un impact sur le niveau parce que tu as beaucoup moins d'attention. Et puis c'est compliqué de faire un feedback en visio. Tu peux pas, tu sais pas la personne dans quel environnement elle est. Moi, je sais que parfois, tu vois, ça te retient de te faire un feedback en disant ça va pas parce que tu sais pas en fait la personne elle est dans son appart. Mais quand Voilà, tu c'est vois pas la pareil. personne, quand tu vois la personne, parce que pareil, quand tu fais tes T'arrives, tu réunions. peux la réconforter, tu peux lui dire vas-y Ouais. viens on prend un café, j'étais un peu dur mais c'est pour toi, voilà. Mais même, Là, tu peux vois, pas le tu faire. fais tes réunions du lundi matin ou n'importe quel jour et tu vois la moitié des gars qui ont leur écran fermé. Viens pas me dire que tu travailles. En fait, viens pas me dire que tu es à ton bureau en train de travailler. Tu veux poser ton TT genre le vendredi. Viens pas me dire que tu vas travailler, tu vas en week-end. Mais assume-le en fait. Ça, moi, ça me dérange pas. Tu fais tes objets, dis-moi je pars en week-end, je te donne le jour, je m'en fous. En fait, c'est pas un problème. Mais viens pas te cacher derrière, on travaille trop, machin. Je pose un TT pour qu'en fait, tu ailles au ski Ouais. avec tes potes et te faire un long week-end. Enfin, en fait, ça défie la confiance et ça permet pas justement de souder une équipe et encore moins de créer une relation manager-manager. J'ai répondu à ta question. Trop bien. Je suis Parfait. KO. J'ai pas l'air en tout cas. T'es pas KO. Laetitia, franchement, tu m'as fait kiffer. J'ai Trop adoré cette discussion. Vraiment, Trop cool. vraiment, vraiment, vraiment. Je savais qu'on allait kiffer parce que je sais qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde. Je t'ai passé sur ton podcast également. Tu m'as appris des choses et je t'en remercie. Notamment comment justement, et à mon avis, Clem, ça sera le sujet d'un autre podcast. Comment justement intégrer l'innovation, ou plutôt le côté disruptif de la génération Z Ouais. et le mettre à profit dans ta stratégie de développement commercial. Je Super pense que intéressant ça aussi. peut être un podcast hyper intéressant. Si tu as des personnes qui Je connaissent vais ce sujet, ouais. n'hésite pas à me les Carrément. envoyer. On se fera un plaisir de les recevoir ici.
Donc pour tout ça, merci mille Avec fois. grand plaisir, Merci merci. d'être venu. Merci pour l'invitation, c'était trop cool. Et on se revoit très vite. Très bien. Je t'embrasse. Bonne écoute à Merci. tout le monde. Et merci Clem pour ton intervention. Bisous.